Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Raconte-moi un OVNI. J'ai attendu longtemps avant de vous parler de ce cas radar optique qui à mes yeux est l'un des plus probants d'un point de vue scientifique. Le cas du RB47. N'oubliez pas de liker la vidéo, de laisser un commentaire et de vous abonner. Cela aide énormément à faire découvrir mon travail à un public plus large grâce à l'algorithme de YouTube. Sans plus attendre, plongeons-nous dans l'incroyable cas radar optique du RB47. Nous sommes le mercredi 17 juillet 1957 à l'aéroport Forbes AFB dans le Kansas. Ce jour-là, une mission de formation et d'essai dans un avion électronique de reconnaissance de contre-mesure est programmée. Cette mission se passera à bord d'un avion à réaction RB47H, doté de systèmes électroniques perfectionnés de contre-mesure. 6 hommes sont assignés à cette mission. Le programme de celle-ci était le suivant. Décollage de Forbes AFB, suivi de manœuvres d'artillerie au-dessus de la région du golfe du Texas. Puis, entraînement de navigation au-dessus du large du golfe. Et enfin, exercice de contre-mesure électronique prévu lors du voyage de retour à travers le centre-sud des États-Unis. Il convient de noter que l'équipement de contre-mesure électronique qui équipait le RB47 n'était pas des radars. Il n'émettait pas un signal dont on reprend l'écho généré par un objet. Il détectait plutôt les signaux électromagnétiques qui sont réellement émis par un objet lui-même. Le but de ceci est de détecter et localiser les installations de radars ennemis. Sur cet avion, le guetteur numéro 1 s'occupait d'un radiogoniomètre avec des antennes sur chaque aile de l'avion. Et le guetteur numéro 2 s'occupait d'un radiogoniomètre avec l'antenne sur l'arrière inférieur de l'avion. Le guetteur numéro 3, quant à lui, n'a pas été impliqué dans les événements qui suivirent, parce que sa gamme de fréquences ne comprenait pas celle émise par l'objet inconnu. Le premier contact avec l'inconnu a eu lieu à 4 heures. Les 2 premières parties de la mission avaient été accomplies. Lorsque l'avion était en train de quitter l'espace aérien au-dessus du golfe du Mexique, Frank McClure a détecté via son moniteur de contre-mesure électronique numéro 2 un signal venant de l'arrière droit de l'avion, en provenance du golfe du Mexique. Le signal était d'un type habituellement confiné aux installations de radars au sol. Il était à 2800 MHz, une fréquence courante pour les radars de recherche de bande S. McClure a d'abord supposé que l'alignement de son écran était décalé de 180 degrés, pensant détecter le signal radar d'une station au sol en Louisiane, qui aurait en réalité dû se trouver sur la gauche avant de l'avion. Alors qu'il l'observait, le signal s'est déplacé sur l'écran. McClure a toutefois été stupéfait lorsqu'il a vu le signal, après s'être déplacé du côté droit de l'avion, croiser la trajectoire du RB47 avant de redescendre sur l'écran, comme s'il passait ensuite du côté gauche de l'appareil. En d'autres termes, l'émetteur de ce signal semblait voler en cercle autour du RB47, qui avançait à une vitesse d'environ 800 km/h. Même si la portée était supposée décalée de 180 degrés, la source du signal continuait de se déplacer complètement autour de l'avion, ce qu'aucun radar au sol ne pourrait évidemment faire. McClure n'a cependant rien dit ni fait à ce moment-là, ne mentionnant pas le signal aux autres membres de l'équipage. Le signal s'est éteint alors qu'il volait vers le nord. Le RB47 a ensuite effectué un virage vers l'ouest, comme prévu au-dessus de Jackson, Mississippi. L'équipage se préparait alors à entamer une série d'opérations simulées de contre-mesures électroniques contre des unités de radar au sol de l'armée de l'air. Soudain, le pilote Lewis Chase a aperçu une lumière arrivant de la gauche, à peu près à la même altitude que le RB47. Pensant d'abord à un autre avion, il a remarqué qu'il s'agissait uniquement d'une lumière blanche, simple, qui se rapprochait rapidement. Il a ordonné à l'équipage de se préparer à des manœuvres évasives. Mais la lumière a traversé la trajectoire de l'avion, de la gauche vers la droite, à une telle vitesse qu'aucune réaction de la part de l'équipage n'a pu être engagée. La lumière s'est alors éteinte en un point à l'avant droite de l'avion. Chase et le copilote James McCoy ont observé tous les deux la scène. À ce moment-là, il était environ 4h10 et l'avion survolait approximativement la Louisiane. Chase a informé les autres membres de l'équipage de ce qu'il venait de voir, et McClure a alors mentionné sa détection antérieure d'un signal. À 4h30, McClure a réglé son écran pour détecter des signaux proches des 3000 MHz. Il a capté un signal fort provenant de la dernière position observée par Chase. McClure et Provenzano ont vérifié les réglages du moniteur numéro 2 en le calibrant sur des installations radar au sol connues, confirmant qu'il fonctionnait parfaitement. Provenzano a ensuite réglé son propre moniteur, le numéro 1, pour détecter les signaux autour des 3000 MHz, et a confirmé qu'un signal identique était capté au même endroit. Plus significatif encore, McClure et Provenzano ont constaté que le signal restait dans la même position relative, suivant le RB47 qui volait à une altitude constante et à une vitesse de 800 km/h. Cela excluait la possibilité d'un radar au sol. Vers 4h39, Chase a repéré une lumière massive sur l'avant droit du RB47, à environ 1500 mètres sous leur altitude, qui était de 10 500 mètres. Le ciel était parfaitement clair.
À 4h40, McClure a détecté 2 signaux distincts à 40 degrés et 70 degrés, tandis que Chase et McCoy ont observé des lumières rouges à ces emplacements. Chase a contacté la station Utah, située à Duncanville, Texas, demandant l'autorisation d'abandonner leur plan de vol pour poursuivre les lumières, ce qui lui a été accordé. À 4h48, la station radar Utah a demandé les positions des signaux captés par McClure et a confirmé que leur radar détectait les objets exactement au même endroit. Pendant que le RB-47 essayait de poursuivre l'objet, celui-ci a semblé s'arrêter soudainement. Chase a remarqué que leur avion se rapprochait de l'objet jusqu'à le dépasser. À 4h52, l'objet s'est éteint et a simultanément disparu de l'écran de McClure ainsi que du radar au sol. Chase a effectué un virage à gauche et l'objet est réapparu soudainement, détecté à nouveau par McClure et le radar au sol. Le RB-47 s'est rapproché jusqu'à moins de 8 km de l'objet, qui a alors brusquement chuté à 4500 mètres d'altitude avant de disparaître une nouvelle fois des écrans de radar et de la vue. À 4h55, Chase a informé la station Utah qu'ils devaient abandonner la poursuite pour reprendre leur plan de vol en raison d'un niveau de carburant insuffisant. À 4h57, McClure a détecté un signal à nouveau, tandis que Chase a eu un contact visuel supplémentaire à 4h58. Alors qu'il se dirigeait vers l'Oklahoma, McClure a continué à capter un signal provenant de l'arrière de l'avion jusqu'à ce qu'il disparaisse à l'approche d'Oklahoma City. Le directeur du renseignement du 55e escadron de reconnaissance stratégique a déclaré dans son rapport qu'il n'y avait aucun doute que les détections électroniques coïncidaient exactement avec les observations visuelles simultanées effectuées par le commandant de l'avion à plusieurs reprises, indiquant clairement que l'objet était la source du signal. Et il ajouta: qu'est-ce qui peut simultanément être détecté par des dispositifs de goniométrie de contre-mesure électronique, observé visuellement et capté par un radar au sol ordinaire? Qu'est-ce qui peut être repéré par tous ces capteurs à la fois, tout en volant en cercle autour d'un avion à réaction se déplaçant à 804 km/h? De son côté, l'enquête du projet Blue Book a affirmé que ces observations étaient dues à un avion de ligne ordinaire. Ils n'ont pas été capables d'expliquer les disparitions et réapparitions soudaines et simultanées de l'objet sur les écrans radars, les systèmes de contre-mesure électronique et les observations visuelles. Ils n'ont pas non plus pu justifier les événements survenus au-dessus du Mississippi et de la Louisiane. De surcroît, ils n'ont pas réussi non plus à expliquer comment la station radar de l'Utah aurait pu confondre un avion de ligne avec un objet inconnu. Nous arrivons à la fin de cet épisode. Ce cas a fait l'objet de multiples études, et les sceptiques les plus déterminés ont tenté de le démystifier avec vigueur. Cependant, leurs efforts ont tous échoué, et ce cas reste aujourd'hui un exemple solide et inexpliqué. Je me permets ici de reprendre les conclusions de l'étude de ce cas par le professeur James McDonald, qui reflète totalement mon avis. Ce cas présente un intérêt scientifique majeur, car il s'agit d'un événement bien documenté impliquant plusieurs canaux de détection et des témoignages multiples. L'OVNI en question a été rapporté par l'armée de l'air elle-même, étudié par l'équipe du rapport Condon et classé comme non expliqué. Pourtant, dans l'analyse finale, le Dr Condon a choisi de ne pas inclure ce cas dans ses conclusions. Ma question est la suivante: comment des événements aussi intrigants peuvent-ils être écartés comme ne nécessitant aucune recherche scientifique supplémentaire? Pour moi, des cas comme celui-ci plaident en faveur d'une investigation scientifique approfondie et rigoureuse, d'autant plus qu'ils sont plus nombreux que ce que la communauté scientifique semble bien vouloir l'admettre. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce cas dans les commentaires. Je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures ufologiques sur Raconte-moi un OVNI. Ciao!